La Journée internationale des écrivains persécutés et emprisonnés existe depuis 1981. La Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines souhaite mettre en avant ces auteurs contraints à l'exil, au silence, à la prison ou même la mort. Pour sensibiliser les jeunes, un écrivain et journaliste roumain forcé de quitter son pays a rencontré les élèves du lycée Émilie de Breteuil à Montigny. Il est arrivé en France en 1987 comme réfugié politique, auteur interdit et censuré dans son pays d'origine. D'une manière ou d'une autre, j'ai toujours écrit autour des rapports entre l'individu et le pouvoir. Ça m'a toujours intéressé de penser, de réfléchir à la manière dont le pouvoir manipule les individus. On oublie parfois qu'il y a une époque où le seul espace de liberté était la littérature. Il y a des auteurs qui s'exilent, mais il y a des auteurs qui résistent toujours sur place, qui risquent aussi parfois la persécution. Mais encore une fois, pour résumer, la littérature a été toujours un espace de liberté et par son côté subversif, elle a toujours dérangé le pouvoir totalitaire. Le journaliste, écrivain et poète Dawit Isaak est emprisonné sans jugement en Érythrée. Un rassemblement a été organisé devant l'ambassade d'Érythrée à Stockholm. Jusqu'à présent, le gouvernement suédois a utilisé le silence diplomatique concernant le dossier Dawit. De nombreuses personnes ont pris la parole pour contester cette politique. Une trentaine de journalistes connus, d'écrivains, d'hommes politiques et de représentants d'ONG ont pris la parole en faveur de la libération de Dawit. Chaque mardi depuis 2004, des lettres de différents organismes demandant sa libération ont été présentées à l'ambassadeur d'Érythrée. Liv O'Brien connaît Dawit depuis son arrivée en Suède en 1987. Je suis triste et je demande sans cesse aux gens, que faisiez-vous le 23 septembre 2001 ? Alors ils commencent à réfléchir et je leur dis, qu'avez-vous fait depuis cette date ? Lorsqu'ils commencent à réfléchir, je leur dis que pendant ce temps, Dawit est resté dans une petite cellule de 3 mètres sur 3. Kerin Jamtin, ancien ministre des Affaires étrangères, a pris la parole lors du rassemblement. Pense-t-elle que le silence diplomatique soit une bonne réaction ? Il n'est pas libre. Cela veut dire que ce n'est pas du tout suffisant. Mais je ne vois aucune autre solution qui soit mieux. Lors de l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'ancien dirigeant rebelle et actuel président Isaias Afewerki avait promis la démocratie et des élections libres. Dawit était alors retourné en Érythrée et commençait à travailler pour le journal indépendant Setit avant de devenir associé. Dans l'ombre des attentats du 11 septembre 2001, le président Afwerki a vu sa chance et les opposants, tout comme les journalistes, ont été emprisonnés. Cela a marqué la fin de la presse libre et de la démocratie en Érythrée. Estifanos Meron, une militante pour les droits de l'homme, s'est exprimée en faveur de Dawit et de tous les prisonniers érythréens. Dans notre langue, il y a un dicton. Il y a tout ce qui n'a pas été dit et tout a été fait. Ce qui veut dire tous les abus des droits de l'homme que vous pourriez citer ont été commis dans mon pays. Au cours du sommet de l'Union européenne, la vice-présidente européenne, appuyée par le Parlement européen, a pressé l'Érythrée de libérer immédiatement Dawit Isaak ainsi que 9 autres journalistes et 11 politiciens. Voilà 25 ans qu'il vit à Cologne. En Allemagne, Doğan Akınlı a été récompensé pour ses romans et pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Mais comme la Turquie ne l'entend pas de cette oreille, son voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. La police hispanique a arrêté l'auteur à la demande d'Interpol sur requête d'Ankara, de quoi raviver les tensions entre les deux pays. Un nouveau palier est franchi. Alors pour moi, l'une des réponses à apporter à Ankara, c'est qu'il est impossible d'étendre et d'approfondir nos relations commerciales tant que la Turquie se comporte de la sorte. Aussitôt rentré de Barcelone, le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé son homologue espagnol et plaidé pour la libération de Doğan Akınlı. Pour Sigmar Gabriel, l'Espagne n'est pas prête à le livrer à la Turquie et ses poursuites ont des motivations politiques. La chancelière allemande estime, elle, que l'on ne doit pas abuser d'institutions internationales comme Interpol pour ce genre de choses, tandis que l'avocat d'Akınlı critique cette arrestation.
La Turquie veut montrer à tous ceux qui ne lui plaisent pas qu'ils ne sont en sécurité nulle part. Malheureusement, cela se fait en violation des principes de l'état de droit. Interpol devient ici une extension du régime turc. Doğan Hakanlı a déjà connu les prisons turques. En 2010, il avait été arrêté lors d'une visite en Turquie, officiellement pour vol. Il avait été innocenté avant qu'une cour d'appel n'ordonne une nouvelle procédure, motif de cette dernière arrestation en Espagne. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour. Bonjour. Merci encore de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Eno et je suis né à Ebolova en 1954. J'écris depuis mon jeune âge, depuis l'école primaire, au lycée, à la fac, j'écris. Et j'ai commencé à publier quand j'étais étudiant en France, à Strasbourg. Oui. Qu'est-ce que vous écrivez? Quel genre de choses? J'ai commencé par la poésie. Oui. Et puis j'ai enchaîné avec des essais politiques, la prose, c'est-à-dire le roman, et enfin le théâtre. Mais mon genre préféré, c'est la poésie. Okay. J'ai le diplôme de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Je n'ai eu de cesse de fréquenter les milieux littéraires quand j'étais étudiant en France, okay. Notamment la librairie Présence africaine, connue par beaucoup d'Africains, tout au moins la maison d'édition, mais il y a aussi une librairie de ce nom. Et j'ai participé à plusieurs reprises à des colloques, à des séminaires, des choses de ce genre. Et notamment, j'ai adhéré à la DELF. Okay. La DELF, c'était l'Association des écrivains de langue française. Sur quoi vous écrivez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'écris un peu de tout. Bon, j'ai une collection de... Il y a mon livre d'histoire en 7 tomes, Histoire du Cameroun. J'ai déjà publié le premier tome qui va de 1940, la guerre, à 52, dont je l'ai intitulé de la déclaration d'indépendance par les colons français, Robert Coron, en 1940, au discours de Ruben Unyobé à l'ONU le 17 décembre 1952. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome part de 53 à 55, le troisième, etc. Donc il y a ça, et il y a beaucoup d'essais politiques sur différents aspects de la politique camerounaise. Ils sont nombreux. Et enfin, il y a des romans. J'ai écrit déjà 6 romans. Il y a ça, Docteur Essissia. Vous avez écrit ça en prison? Oui, en prison. D'accord. Et il décrit, c'est un médecin qui menait sa vie tranquillement. Il a opéré une dame qui était la sœur du président de la République. Ensuite, le président lui a proposé de devenir ministre de la Santé. Ça s'est ébruité, les ennuis se sont mis à s'abattre sur lui. Il a été jeté en prison, il en est mort. D'accord. Et c'était un peu la bataille des fonctionnaires camerounais pour les postes que j'ai décrit là-dedans. Puisque c'est sorti de votre bouche, pourquoi vous avez été en prison et pendant combien de temps? D'abord, j'y ai passé 40 mois, donc 3 ans, 4 mois. Et j'ai été en prison. Où ça? Au Cameroun? Oui, au Cameroun, à Yaoundé. Les motifs ont varié au fil du procès. D'accord. Mais quand? 2011. D'accord. À l'aéroport de Simalène, je rentrais de Singapour. Ok. Oui, par vol Kenya Airways, on m'a arrêté. C'était le 22 novembre. Pour quelle raison? Voilà, donc ça a varié. Quand on m'arrête, on me dit, on m'amène au CED. Au CED, c'est le siège de la gendarmerie. On me dit, j'ai voulu organiser un coup d'État. Un coup d'État. Mes complices ont déjà tout avoué. Il me revient de révéler là où je suis allé cacher les armes que j'avais. Pour renverser le régime. Pour renverser le régime. Et puis, je suis allé vendre de l'or à Singapour pour m'acquérir d'autres armes. Bon, quand est-ce que ces armes seront-elles au Cameroun? Et puis, elles arrivent par où? Quelle quantité, etc. etc. Avait-il des preuves? Non. Donc, j'ai été torturé comme ça toute la nuit. Et, vous avez été torturé physiquement? Non, mais... psychologiquement? Oui. Ils étaient au moins 5 à assiéger. Ils me disaient que je leur révèle... C'est pareil de toutes les façons, psychologique ou physique. Que je leur révèle ma cache d'armes, tout ça. Et puis j'ai été déporté de nuit à Bertoua. À Bertoua? Oui, de nuit. De nuit. On a quitté le siège de la gendarmerie vers minuit moins 5 ou moins 10 pour Bertoua. Est-ce que vous avez eu droit à un avocat ou bien à une confrontation avec les autres complices du coup? La confrontation dans le cadre de mon enquête, bon, je laissons les autres.
parce qu'ils appellent ça séance de confrontation. Mais en fait, c'était une séance de confirmation. Parce qu'ils avaient fait dire à mes co-accusés, à l'un de mes co-accusés, que je lui avais remis 180 000 francs pour acheter des armes. D'autres que je les avais envoyés braquer, tout ça. Et bon, évidemment, c'était simplement qu'ils répètent ça devant moi. Et moi, j'ai toutes mes dénégations, ils n'en ont pas tenu compte. Excusez-moi, vous avez un passé de marchand d'armes? De violent, non, pas du tout. Moi, le seul sujet que j'ai tenu dans mes mains, c'est le calibre 12 de mon père quand il me disait d'aller le chercher dans la chambre pour qu'il aille à la chasse. C'est tout. Qu'est-ce que je faisais les armes. Quand vous étiez jeune? Oui, quand j'étais gosse. D'accord. Okay. Donc, après quoi, lorsque nous sommes arrivés à Bertoua, ça s'est transformé en tentative d'insurrection. Oui, ils avaient organisé une perquisition chez moi et ils ont trouvé différents documents à partir desquels ils ont estimé que je préparais une insurrection populaire au Cameroun. Deuxième motif, donc c'était ça. Troisième motif, vol aggravé en coaction. D'accord. Et quatrième motif, c'était vente illégale d'or. Bon, on nous a donc déféré à Yaoundé sur ordre de Mbengor, parce que c'est le ministre. Vous étiez seul ou avec quelqu'un? Nous étions 4. Je veux savoir juste oui, s'ils sont de votre profession ou pas. Non, pas du tout. C'est des copains. C'est vos copains. C'est des gens qui sont liés à votre milieu c'est de connaissances. Oui. L'histoire de coup d'État, il n'y avait pas de preuves. Et la presse a commencé à en parler. Ça s'est ébruité, qu'on me retenait là depuis 1 mois. Comme ça, j'étais couché dans le noir, à même le sol. Et le préfet de Bertoua, dans du Lomé-Dierem, un certain Peter Mbou, avait signé un arrêté préfectoral demandant qu'on ne me nourrisse pas. Ça veut dire qu'il me condamne à mort. 30 jours, c'est long. Oui. Les gendarmes, il y en a qui m'ont reconnu, qui m'apportaient à manger en cachette. Et puis, j'avais des parents à Bertoua qui se sont mis à me nourrir. Ils faisaient à manger tous les jours, ils m'apportaient ça vers les 15h, 16h. D'accord. Est-ce qu'on a officiellement informé votre famille que vous n'étiez plus libre? Vous n'étiez plus un homme libre? J'avais disparu. Ma famille m'attendait pour organiser le décès de mon père. Il est mort avant que je ne parte en voyage et je l'ai laissé à la mort. D'accord. À mon retour, puisque je partais pour juste 1 semaine, à mon retour, il était question que j'organise les obsèques. Alors, à la date convenue, ma famille attendait que je manifeste, rien. Et lorsque j'étais en garde à vue au siège de la gendarmerie, le téléphone sonnait, mais les gendarmes m'interdisaient d'y toucher. Je leur expliquais que je suis chef d'une famille. Et les gens savent que je devais rentrer aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous échapper, mais que au moins je leur dise que je suis là et qu'ils fassent le deuil comme si les funérailles, comme si rien à faire. Donc il y a eu un moment où on ne savait plus très bien est-ce que j'étais au Cameroun, est-ce que j'étais toujours à l'étranger, etc. C'est grâce à la presse que ma famille a su que j'étais retenu à Bertoua. Vous pensez que votre arrestation est motivée par quoi? La jalousie. La jalousie. Il y avait beaucoup de jalousie, il y avait mes livres, mes articles de presse, beaucoup de gens en plein ombrage. D'accord. Notamment la petite clique des ministres du Sud, là, parce que j'appartiens à la région du Sud. Okay. Ils en plein ombrage. Et vous savez, j'ai été candidat. J'ai déposé un dossier à l'élection présidentielle de 2011. D'accord. Cela n'a pas plu à beaucoup de personnes. Okay. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Parce que je suis un citoyen libre. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Oui, j'ai déposé un dossier. Il a été rejeté. Je sais comment il a été rejeté. On n'a pas toléré qu'un natif de la même région que le président de la République puisse se porter candidat. Donc, ça a dérangé. Oui, donc voilà en fait l'origine de tous mes ennuis. Ce qui fait que lorsqu'on m'arrête, c'est un grand ouf de soulagement qu'enfin on l'a pincé, celui-là. Il y a d'abord vos écrits, oui, qui sont très engagés, et puis il y a votre décision d'être présidentiable. Oui. Donc ce sont les deux qui vous ont conduit en prison. Oui. D'abord les écrits, évidemment, les petits ministres du Sud et même d'autres, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Oui. D'accord. Quand vous révélez des choses qu'ils veulent dissimuler. D'accord. Ou bien, vous savez, moi j'écris sur l'histoire. Ils n'aiment pas que je fasse des démonstrations qui mettent à mal leur idéologie. Voilà, donc ça, ils ne pouvaient pas aimer. Est-ce que votre arrestation ou bien votre emprisonnement a un visage? Oui, Mbengor, le ministre de la Défense. Oui, c'est lui qui a tout manipulé, c'est lui. Dans lequel il demandait qu'on me condamne à 7 ans de prison. Donc il n'a pas laissé la justice faire. Le problème au Cameroun, c'est que
La justice militaire est une justice politique. Vous savez, deux justices au Cameroun. Vous avez la justice civile qui dépend du ministre de la Justice et la justice militaire qui dépend du ministre de la Défense. C'est lui qui décide de l'ouverture d'un procès ou pas. D'accord. Et quand est-ce que vous avez été déféré à Kondengui et pourquoi? C'était le 22 décembre 2011. Oui, il a été déféré pourquoi? Parce que la presse avait commencé à en parler, à faire du bruit. C'est le journal Le Jour qui était venu faire le reportage, tout ça. Mardi le 20, on me dit, la présidence a appelé pour demander s'il est vrai que je suis en garde à vue à Bertoula. On me dit, en tout cas, tu es censé. Donc la présidence même n'était pas au courant. N'était pas au courant. Donc c'est en fait une arrestation arbitraire. Oui, comme il y en a des tas au Cameroun. On nous dit le gouverneur l'a venu. Et ils nous donnent des pancartes sur lesquelles il y avait mon nom. Chacun avait son nom, écrit en bas l'âge et tout, vol aggravé, tout ça. Et ils ont posé un petit fusil sur la table, des cartouches. Ils ont fait une mise en scène. Une mise en scène, donc c'est le fusil que j'avais acheté et les cartouches. Et il y avait un uniforme militaire et un béret rouge. Et le gouverneur est venu, ah oui, les voici, ah, ce sont eux là. Ah bon, oui, oui. Et le commandant de légion de gendarmerie, donc le patron de la gendarmerie qui m'avait arrêté, il leur dit, c'est lui énorme, ce qui a été candidat à l'élection présidentielle. Et l'élève de l'Afrique répond, ah, un braqueur qui veut être président de la République, qui veut être chef d'État, ça alors. Bon, en tout cas, je vois que les grandes réalisations se portent bien à l'Est. Toutes mes félicitations. Et il est parti. Et donc, jeudi le 22 décembre, vers 5 h du matin, il y a des bruits de voitures, on nous réveille, on dit, allez-vous monter les voitures, on vous envoie à Yaoundé. Pour moi, c'était un soulagement. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Au niveau du tribunal militaire, on nous dit, bon, de toute façon, on vous place sous mandat de dépôt, vous allez en prison à Kondengui. Donc voilà comment... Sans jugement, sans condamnation? Non. On est donc arrivé en prison là, vers les 14 heures par là. C'était un soulagement pour moi parce que, j'ai pu me laver, je respirais maintenant, c'était propre et tout et tout. Comment ça s'est passé? Même la vue. J'ai passé 30 jours dans le noir, ce qui fait que lorsque je suis sorti, ma vue avait vraiment baissé. 30 jours, vous ne voyez rien, vous êtes dans le noir. Ah, ça c'est la bouteille d'eau, ah oui, ça c'est le plat de nourriture. 30 jours, c'était terrible. Et vous avez eu droit à un médecin? Non, pas là-bas. Non, pas là-bas. On ne vous a pas accordé de soins? Non, il faut vous rigoler, en garde à vue, non. C'est arrivé à la prison que j'ai commencé à demander à voir un médecin. On m'a fait aller rencontrer un ophtalmologue à l'hôpital de la Caisse. Et en prison, vous avez continué à écrire? Bon, arrivé en prison, tout avait changé, puisque ce n'était plus la garde à vue. Bon, là, j'avais un lit, bon, vous occupez, quoi. D'accord. Moi, j'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque, et je me suis inscrit. J'ai donc commencé à écrire là-bas. D'accord. Et puis, il y avait une salle informatique, mais je me suis également inscrit, puis j'ai commencé aussi à écrire. Et quand est-ce que vous avez été libre? Lundi 27 avril 2015. Bon, au tribunal militaire, on m'a condamné pour 7 ans ferme. J'ai donc interjeté appel, en tout cas mes avocats l'ont fait. Et en cours d'appel, on m'a condamné à 40 mois, le 16 avril 2015. Et vous aviez déjà purgé combien? J'avais déjà fait les 40 mois. D'accord. Donc voilà, puis ça a encore un peu traîné. C'est quand j'ai commencé à tempêter que le 27 avril, on m'a dit, bon, le flou quand maintenant, ça va. Donc là, nous sommes en cassation, parce que même là, cette condamnation a été en violation de la loi. On a annulé l'accusation de, bon, coup d'État, tout ça, c'est parti, insurrection, c'est parti. On a annulé l'accusation de vol aggravé en coaction, c'est parti. Vente illégale, là, c'est parti. Donc là, vous avez un cas judiciaire? Non, pas encore, puisque je suis en cassation. D'accord. Alors, moi, je vais vous poser une question très importante. Est-ce que vous pensez que le Cameroun, c'est un état de droit? Non, pas non. Il faudra encore du temps. Il faudra du temps. Ah ouais, non. Ok.